Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine, James Langlois, Antoine Malenfant et Benjamin Boivin. Bienvenue à vous 3. Allô, Simon. Cette semaine, à l'émission, nous parlerons des allégeances économiques, sociales et religieuses de Mark Carney, nouveau chef du Parti libéral et premier ministre non élu du Canada. Nous entendrons aussi l'édito d'Antoine Malenfant qui nous propose un tour d'horizon des nouvelles sportives cette semaine et nous discuterons ensemble en fin d'émission de la relation complexe des Québécois aux religions et à la laïcité. La laïcité peut-elle être la valeur commune des Québécois? Mais tout d'abord, pour commencer cette émission, notre question brise-glace. La semaine prochaine, nous allons fêter la Saint-Patrick et la Saint-Joseph. Alors, qu'est-ce que ces deux saints vous inspirent, James? Moi, je dirais la virilité, mais de deux manières différentes. Saint-Patrick, c'est le conquérant de l'Europe qui se bat contre les serpents, puis etc., alors que Saint-Joseph, c'est plus la virilité dans le silence, dans la protection. OK. Êtes-vous plutôt des fêteurs de la Saint-Patrick, vous, habituellement? Non, mais j'ai pas l'habitude de fêter les fêtes nationales de pays étrangers. J'en ai pas de reste à m'occuper de mes propres problèmes. Mais c'est une fête liturgique aussi, bien. Oui. C'est la fête nationale du Canada, non? C'est pas le saint patron du Canada? Ah oui, Saint-Joseph, c'est une manière de voir les choses. Moi, ça m'inspire d'inspirer profondément. Prends une grande respiration. Je pense que ces deux saints qui ont beaucoup en commun, c'est vrai, une certaine forme de virilité. Ils ont aussi la lettre P, tous les deux, dans leur nom. C'est une manière comme une autre de faire du temps. Là, Je pense qu'on peut méditer là-dessus. C'est très bien. J'ai appris cette semaine qu'en Italie, la fête des pères, c'est le jour de la Saint-Joseph. Ah ouais? Justement. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Puis Saint-Patrick, on peut dire aussi que c'est le père de la nation irlandaise. Donc, quelque chose de la paternité aussi entre les deux. C'est touchant. Voilà. Sinon, il y a le vert et le brun que ça m'inspire aussi, comme couleur. Des belles couleurs, oui, c'est vrai. C'est pas trop matché ensemble, par contre. Bon, je pense que la glace est très bien brisée, là. Oui, ça se passe très bien. En tout cas, s'il n'est pas brisé, il n'y a rien à faire. Voilà, je pense que le moment est venu de passer à la nouvelle. Le 9 mars dernier, Mark Carney a été désigné comme le nouveau chef du Parti libéral du Canada et devenu du même coup premier ministre non élu au pays. James Langlois, ce n'est pas un peu surprenant là, que les libéraux aient élu, disons, un banquier issu de l'élite mondiale de Davos comme chef de leur parti? Ben non, c'est pas surprenant parce que c'est le parti de la corruption. Non, mais blague à part, c'est surprenant dans un sens parce que le Parti libéral, quand même, cherche à se donner une image, tu sais, progressiste, inclusive, bienveillante. Puis là, justement, un banquier comme ça qui... Un homme blanc, plus âgé. Ça marche pas trop. Puis d'une autre manière, le Parti libéral aussi, dans l'imaginaire collectif, c'est quand même le parti de l'ordre économique, le parti du libre marché. Et en ce sens-là, Mark Carney, c'est quand même un économiste qui est pour le capitalisme, pour le libre marché, mais quand même avec certaines mesures. Puis, mais c'est ça, le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, aussi, un banquier, c'est un peu comme une espèce de crapule bourgeoise. Mais quelqu'un qui a comme seule priorité de maximiser les profits, que son Dieu, c'est l'argent. Servir son propre intérêt. Puis Mark Carney, en particulier, c'est vraiment... On l'appelle l'homme de Davos, c'est-à-dire l'homme du Forum économique mondial, qui est à peu près de tous les regroupements économiques sur la planète, à l'ONU, etc. Puis, mais Mark Carney, chose intéressante, il n'a pas fait sa campagne là-dessus, mais c'est un catholique. Catholique pratiquant, même. Oui, qui va... en tout cas, quand il était à la Banque de l'Angleterre, là, on le voyait aller à la messe tous les dimanches. Je parlais avec un ami qui travaille à Ottawa juste hier, puis il me dit qu'apparemment, on le voit régulièrement à la paroisse Saint-Joseph à Ottawa, pour ce que ça vaut. Si on le veut rencontrer, on sait peut-être où aller. Mais il va peut-être avoir des bodyguards maintenant, je sais pas. Ça va compliquer la vie des paroissiens. Puis le média catholique britannique de Tablet l'a classé numéro 1 parmi les personnalités catholiques les plus influentes dans le monde. Je pense que c'était il y a quelques années, mais quand même, c'est intéressant de voir que un homme comme ça qui est à la fois économiste, banquier, mais qui semble en tout cas avoir une foi, une vie religieuse. On sait aussi que son père était très investi dans la communauté catholique, surtout il était superintendant d'une école, il était aussi investi engagé comme professeur au Newman Theological College dans l'Ouest canadien. Donc, son père était vraiment trempé dans la doctrine sociale de l'Église et nécessairement, Mark Carney a été influencé par ça. D'ailleurs, il a sorti un livre en 2021 qui s'appelle « Value
use, entre parenthèses, là, ça n'a pas été traduit en français, mais construire un monde meilleur pour tous. Une brique de 600 pages dans laquelle il développe vraiment sa vision sur l'économie. Et dans ce livre-là, il rappelle, entre autres, que l'économie doit vraiment être au service des personnes. Il dit que le libre marché doit être limité parce que ça ne peut pas aller jusqu'à défavoriser justement la justice, la solidarité, la responsabilité. Et il fait même une distinction entre la prospérité et le bonheur. On va se voir ta face sur une pancarte dans les prochaines semaines. James, ça a l'air presque convaincu. Là. Non, je n'oserais pas jusqu'à dire ça. Non, mais dirais-tu qu'il applique certains principes de la doctrine sociale de l'Église dans sa vision de l'économie? Mais en tout cas, là, une chose est certaine, c'est qu'aussi, il siège depuis 2020 sur la coalition pour un capitalisme inclusif qui a fait une branche en lien avec le Vatican et le pape participe à ces réunions-là. Donc, le pape avait fait une invitation là, aux businessmen de ce monde de faire une économie capitaliste peut-être plus digne, plus respectueuse des pauvres, de la planète, etc. Et Mark Carney siège là, sur ces comités-là avec d'autres richissimes personnes de la planète, dont les Rothschild. Mais, donc, tu sais, c'est sûr que, d'une certaine manière, tout ça reste un peu des belles paroles ou des beaux principes. Maintenant, ça va nous amener à voir concrètement s'il continue d'être premier ministre ou du moins dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il va faire comme choix politique qui vont aller dans ce sens-là ou non. Et est-ce que les choix qu'il a faits quand il était à la tête de la Banque du Canada ou d'Angleterre allaient aussi dans le sens des valeurs qu'il prétend défendre dans son livre? Ouais. James, un catholique, là, est-ce que ça peut raisonnablement s'engager à ce niveau-là en économie? Je ne sais pas, parce qu'on peut avoir le préjugé dans l'Évangile, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de paroles contre les riches. Ouais. Jésus qui va jusqu'à dire que c'est impossible de servir Dieu et l'argent en même temps. Tout à fait. Comment on peut essayer de réconcilier ces deux mondes-là, la foi et l'argent, en politique? Bien, c'est ça qu'il y a certains commentateurs catholiques qui ont critiqué un peu justement M. Carney en disant c'est ça, il se prétend catholique, mais d'une autre manière, il vit vraiment sa vie en fonction de l'argent. Mais je pense que les derniers papes, entre autres, ont quand même rappelé que c'est le devoir des catholiques d'être impliqués dans la société civile et d'être des agents évangélisateurs, presque, en tout cas de promouvoir le bien commun et la dignité humaine dans toutes les sphères de la société. Je pense que Mark Carney, d'une certaine manière, essaie de le faire dans les dimensions politiques ou en tout cas sociales qui sont les siennes, en économie, entre autres. Et donc, ne pas avoir peur de se salir nécessairement et même d'aller peut-être dans les zones les plus... là où il y a le plus de corruption ou là où c'est peut-être le plus sale avec l'argent. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui nous montre que Mark Carney, du moins, a été... fait quelque chose de préjudiciable en ce sens-là. Là. Donc, ça reste à voir, mais je pense nécessairement que les catholiques ont le mandat et le devoir de s'impliquer dans toutes ces sphères-là, puis je pense qu'il le fait à sa manière. Justin Trudeau aussi se disait catholique, ça paraissait peut-être moins dans sa plateforme électorale. Il a même interdit toute personne en faveur de l'avortement, en défaveur de l'avortement, de joindre son parti politique. Est-ce que cette carte d'être catholique pour Mark Carney, selon toi, ça peut se retourner contre lui parce qu'il ne le cache pas? Et on sait que les positions de l'Église, j'ai nommé l'avortement, mais je pense aussi au mariage homosexuel, ne vont pas dans le sens d'être très populaire en ce moment au Canada. Non, mais en ce sens-là, dans le Parti libéral, là, depuis Trudeau père, en fait, tous les premiers ministres se disaient catholiques, sauf deux, là. Non, pardon, tous les premiers ministres du Canada ont été des catholiques, sauf deux, donc Stephen Harper, Kim Campbell. Mais pour ce qui est de Mark Carney puis le Parti libéral, c'est certain que en ce moment, depuis 2016, là, les libéraux interdisent à tout membre de leur parti d'être contre l'avortement. On sait aussi que Mark Carney, lorsque Roe v. Wade a été renversé aux États-Unis, il a tweeté de manière critique par rapport à ces décisions-là en disant qu'il faut continuer de promouvoir le droit des femmes, etc. Donc, là, c'est ici peut-être que le bas blesse là, pour ce qui est de la doctrine catholique dans son entièreté. Bon, est-ce qu'il, comme un bon libéral, est-ce qu'il relègue la sphère religieuse dans sa vie privée seulement? Peut-être qu'il ne pense pas ce que le parti défend, mais il joue quand même cette carte-là. Donc, c'est à voir. Mais je pense qu'évidemment, il y a un conflit qui est flagrant puis qui peut être noté ici. James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. De rien.
Antoine, tu as été atteint cette semaine d'une forme de maladie qui est assez caractéristique de notre époque, l'incapacité de choisir. C'est vrai, Simon. Je suis comme Ariane Moffat là, dans sa toune la plus plate, « Je veux tout ». Je suis habituellement contre le butinage médiatique, le magasinage de nouvelles et le méga-niaisage de l'info. Mais cette semaine, j'ai eu beau me brancher à tous les journaux en ligne, Simon, j'ai pas été capable de me brancher. Ah non? Non. Je vais donc vous faire un tour d'horizon des nouvelles sportives des derniers jours. C'est spécialement bon pour toi parce que je sais que... C'est pas assez d'en endurer une, il faut qu'on en ait plusieurs. Oui, mais ça va être des petites brèves, tu vas voir. Puis c'est bon pour Simon parce qu'il sait même pas c'est quoi... il sait même pas ce que ça veut dire, les lettres RDS là, dans le sigle de la chaîne sportive. Moi, je sais Réseau d'information sociale? C'est ça, c'est ça. Alors, ça va te permettre une petite mise à jour. On commence. Hockey. Le Canadien a perdu hier en prolongation, en fait, jeudi soir. Là, on enregistre, en tout cas, bref, récemment. Mais ils ont gagné mardi soir 4-2. Une victoire contre Vancouver. C'est une victoire qui fait du bien à tout le monde, mais surtout à la CAQ, hein, parce que cette victoire-là, elle éclipse un peu la nouvelle de la faillite de Nordvolt en Suède, pratiquement le jour même. François Legault était bien fier du premier trio qui a fait 7 points durant le match. Là, tu vas me dire, c'est impossible de faire 7 points quand on gagne 4-2, Simon? Ouais, explique-moi donc ça. Là. Le premier trio a fait 7 points. Il faut compter les buts et les aides, là, les assistances. Ah, mais là, tu triches quand même. Ça veut rien dire, je triche pas. C'est du vocabulaire de hockey si tu suivais un peu le hockey. Mais là, donc, chaque but fait toujours plus qu'un point. Non, chaque but fait un point, puis chaque aide fait un point aussi, mais ça fait juste un point au score final. Bref, passons. Un sport beaucoup plus simple à comprendre maintenant, le rugby. Le 15 de France a battu l'Irlande dans un match enlevant de la Coupe des 6 Nations. J'aimerais beaucoup commenter cette nouvelle, mais je ne connais rien en rugby. Alors, je vais laisser ma place à Éric Kerr, ancien ministre du SAC de la SAC. Ça, c'est un bon jeu de mots. Hein? Je pense que je pourrais être titreur pour le Journal de Montréal. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, Éric Kerr, semble-t-il, lui non plus connaît rien en rugby, mais il pourrait sûrement vous en parler quand même. T'es assez habile pour parler de choses qu'il ne connaît pas. C'est ça. Prochain point. Curling. Ma collègue Stéphanie, que vous connaissez, là, qui vient des fois ici au Verbomoteur, trouve qu'on ne parle pas assez de curling au Verbomoteur et je ne peux pas la contredire. Là, c'est vrai, c'est un fait. On n'en parle pas, mais on en parle peut-être assez quand même. Mais Antoine, j'ai une fascination pour le curling quand j'en vois à la télé, mais je suis gêné, j'ose pas le dire à personne. Ben voilà, c'est ton coming out, Simon. Tu peux t'exprimer, parler librement. Personne ici va te juger ou pas. Alors, c'est peut-être pour des bonnes raisons, d'ailleurs, là, qu'on ne parle pas beaucoup de curling au Verbomoteur. Mais cette semaine, je vais faire un effort. Il s'est passé quelque chose? Ben oui. Est-ce que... Oui. C'était pas une coupe canadienne? Attends, c'est pas sur la glace qu'il s'est passé quelque chose, c'est dans les hautes sphères de la Fédération de curling. Est-ce que vous vous souvenez de mon segment d'il y a 2 semaines sur l'efficacité? C'est un segment très efficace, vous vous en souvenez tous. Alors, je parlais des revers de l'efficacité, et en disant revers, je tourne ma page, c'est fascinant. Alors, écoutez bien ça. Il y a un nouveau type de balai de curling qui vient d'être autorisé par la Fédération mondiale de curling. Imagine ta job quand tu travailles pour cette fédération-là. De trouver des titres. C'est fascinant. Le problème, les nouveaux balais sont trop efficaces, Simon. Ça brosse Ils ont mis de l'IA dans les balais? Non, c'est juste qu'il est plus ferme. L'espèce de brosse en éponge est plus ferme que les autres types de brosses qu'on utilisait avant. Et ça fait que la glace se met à glisser tellement bien que la pierre avance trop vite et trop loin et défonce la zone de point qu'on appelle en curling la maison. Si tu écoutes le curling en secret. On a juste à mettre une bande de titane au bout, là? Oui, mais ça me vient un peu couper ma blague, là, parce que je parlais de la maison. Parlant de maison, je songe sérieusement à me procurer ces nouveaux balais hyper efficaces et à les mettre subtilement dans les mains de mes adolescents chéris. Prochain sport, l'arbitrage. Une étude menée par des chercheurs... Un sport? Oui. Ben oui, les arbitres, ils se font malmener. Hein. Il y a plusieurs arbitres là, qui se font insulter, frapper dans les ligues amateurs là, ici au Québec. Alors, pour se pencher là-dessus... Ils se font frapper. Oui? Ah ouais, OK. T'es pas allé dans une aréna récemment, toi? Non, moi, j'ai fait beaucoup d'arénas quand j'étais petit et c'est lui qui frappait. J'en ai soupé. Alors, devant ce fléau, ce problème-là, parce qu'ils se sont rendus compte que les arbitres quittaient leur job après 1 an ou 2 seulement, là, les jeunes arbitres, adolescents spécialement. Alors, il y a une étude qui a été menée par les chercheurs de l'Université Laval. Et Laval, là, pour les gens de Montréal, l'Université Laval n'est pas à Laval, elle est à Québec. C'est peut-être
bon à C'est préciser. important, là, cette précision. Ouais. Alors, cette étude-là tente d'expliquer la pénurie d'arbitres qu'il y a à peu près dans toutes les ligues de sport amateurs au Québec. Je ne saurais pas expliquer la cause du manque d'officiels, Simon, mais j'ai quand même une solution à proposer. Je pense que les fédérations de sport pourraient aller chercher Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Okay. Il est reconnu pour sa poigne de fer dans un gant de fer. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas hésité, par exemple, à faire disparaître ses opposants, littéralement. C'est un magicien. C'est un magicien. Il les a envoyés au banc de punition. Alors, il serait capable de gérer ça, une patinoire de hockey, c'est sûr. Il a reçu, d'ailleurs, cette semaine, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, pour discuter de la paix. Il semble-t-il que ça s'est relativement pourrait faire bien disparaître la guerre. Apparemment, aussi. il est bien chum avec Johnny Depp aussi, j'ai lu ça. Il y a plusieurs bons amis. Je pense qu'il pourrait régler le problème de l'arbitrage en devenant lui-même arbitre, peut-être, dans les ligues de sport amateur. En attendant d'être assez vieux pour devenir roi d'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça, un petit sideline. 80-90. Exact. Alors, dernier sport national, on a du temps pour un... On va aller pour un dernier sport. OK. Alors, pour finir, notre sport national, il y en a qui pensent que c'est le hockey, mais non. Toi, peut-être tu penses que c'est le curling, là. Ça dépend quelle nation. Notre sport national, c'est QQ à souhait, vous allez voir, c'est d'être créatif quand vient le temps d'aider le monde qui en a besoin. Je m'explique. Oui. Le député solidaire Guillaume Clich-Rivard lançait cette semaine l'idée d'utiliser certains sous-sols d'église vacants pour accueillir temporairement les personnes itinérantes durant les grands froids à Montréal. Là, je me suis fait pogner au jeu. J'ai juste lu le titre pour commencer. Bon, ça y est, les gauchistes qui veulent voler les sous-sols d'église pour mettre des pauvres dedans. Là, j'étais bien craqué. Je suis allé lire l'article. C'est beau, Simon. OK? C'est beaucoup plus beau que ça parce que... je me suis rendu compte que le diocèse de Montréal s'est montré très ouvert à l'idée. Tout ce monde-là se tiennent la main et sont prêts à aider, à se retrousser les manches. Mais des enjeux d'assurance, de normes gouvernementales, bien sûr, tout ça. Mais en fait, la balle est dans le camp du gouvernement qui pourrait faciliter bien des choses là-dedans, mais il y a plusieurs acteurs, finalement, de la société civile, l'Église en premier lieu, qui se montrent très ouverts à l'idée. Et c'est pas si étonnant, Simon, quand on considère que des centaines de sous-sols d'églises, quand on y pense, partout au Québec, servent déjà de lieux d'entraide, de ressources pour les plus démunis, de lieux de distribution de vêtements, de nourriture pour les gens dans le besoin. Alors, il manquerait juste, comme je le disais, un petit coup de main du gouvernement pour que cette initiative prenne forme. Mais peut-être que ça contreviendrait à sa nouvelle conception de la laïcité. À suivre. À suivre. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour ton édito. Ça me fait vraiment plaisir. Le 10 mars dernier, le gouvernement du Québec de François Legault annonçait vouloir renforcer sa loi 21 sur la laïcité de l'État pour faire face à ce qu'il appelle des dérives religieuses. Notre question de discussion cette semaine, choisie par Benjamin Boivin, la laïcité peut-elle être la valeur commune des Québécois? Benjamin, c'est quoi un peu l'idée du gouvernement? C'est qu'on va créer une nation autour même du concept de laïcité, ça va réunir tout le monde, c'est ça? Oui, c'est ce que le gouvernement québécois dit depuis plusieurs années maintenant, déjà. En fait, là, il y a les fameuses valeurs québécoises, d'égalité entre les hommes et les femmes, de promotion du français et de laïcité. Tous des concepts louables, il n'y a pas de problème avec ça, mais tous des choses qui ne sont pas des valeurs à proprement parler. Donc, c'est un peu amusant. Bon, moi, je pense que non. Je pense que la laïcité québécoise ne peut pas être la valeur commune des Québécois pour la simple et bonne raison que la laïcité, c'est un principe négatif, finalement. Donc, la laïcité, on peut la comprendre de différentes manières. On peut la comprendre comme une laïcité républicaine à la française, celle qui est représentée par le parti de M. Legault depuis quelques années. On va comme avoir un État qui, finalement, cherche à éliminer de l'espace public, de l'espace partagé, les expressions du phénomène religieux, les renvoyer à la vie privée et de telle sorte qu'on puisse avoir comme un espace public qui est essentiellement politique. Ça, c'est une vision de la laïcité. Il y a une vision de la laïcité, puis là, des gens vont dire, c'est pas vraiment de la laïcité. Hein? Le multiculturalisme canadien qui représente M. Trudeau, souvent, on oppose cette notion-là à celle de laïcité, mais en réalité, si on y pense un peu, la laïcité, en fait, c'est une manière de gérer le rapport entre la religion et la politique où on émet l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et il y a plusieurs modèles. Et le modèle de M. Trudeau et de M. Carney maintenant, c'est un autre modèle de laïcité qui est celui, finalement, du relativisme. Dans une société, il peut y avoir une diversité d'expressions religieuses dans l'espace public et ce qui compte, finalement, c'est que l'État n'encourage pas spécialement l'une ou l'autre,
Mais il n'y a pas de problème à ce qu'on ait des juges, des policiers ou des individus en position d'autorité. Que chacun croit et vive comme il veut. Et c'est ça, et qu'ils le fassent de manière publique, visible, ostentatoire. C'est une autre vision de la laïcité. Et finalement, ces deux visions-là de la laïcité sont les plus communes au Canada. Ces deux visions même qui sont en lutte, une plus québécoise, une plutôt canadienne-anglaise. Mais dans les deux cas, on est dans l'exclusion, dans un principe négatif. Dans le cas, on veut exclure la religion de la sphère publique. Dans l'autre cas, on veut exclure la religion du discours rationnel, finalement, de la délibération publique qui cherche à trouver la vérité. Parce que le postulat d'une vision libérale ou multiculturaliste de la religion et de son interaction avec la politique, c'est que, il n'y a pas vraiment de vérité en matière religieuse. C'est pas une question qui intéresse le public. C'est une question, finalement, de pratique culturelle que chacun peut faire de son côté. Mais dans les deux cas, on n'a pas une valeur qui permet de réunir les citoyens autour d'un principe objectif, positif, d'une réalité qui unit plutôt qu'elle ne divise. Et je pense qu'en ce sens-là, on ne peut vraiment pas parler de la laïcité comme une valeur commune. Une difficulté que je vois dans la laïcité, comme tu disais, à la française, celle qui veut un peu protéger l'État de l'influence des religions, c'est quand même plusieurs personnes au Québec qui pratiquent une religion, soit la religion plus traditionnelle chrétienne, catholique, ou parmi les immigrants, toutes sortes d'autres religions. Est-ce que la laïcité ne vient pas les exclure du projet? Cette forme de laïcité-là vient un peu comme les exclure du projet qui serait supposément commun d'une nation québécoise. Oui, on entend les politiciens qui font la promotion de la laïcité républicaine constamment dire que non, la laïcité, elle réunit, elle n'exclut pas, puis que les gens peuvent avoir leur religion, il n'y a pas de problème, mais qu'ils doivent simplement s'abstenir d'en faire la promotion de l'espace public. Ce que cette vision-là a de naïf ou de cruel, finalement, c'est qu'elle ignore le fait que les religions, diverses religions, ont toutes ou presque toutes des implications qui dépassent largement la pratique du culte, finalement. Une religion, dans la vie d'une personne, ça a C'est pas une case. C'est pas une case, c'est une manière d'être, ça touche les dimensions de la vie humaine. Et cette conception-là de la laïcité républicaine dont le gouvernement fait la promotion, elle a pour effet objectif d'exclure de plusieurs secteurs de la vie publique des gens qui pratiquent une religion et qui ne peuvent pas, en leur conscience, le faire à partir des règles qui sont proposées. Ça pose le problème aussi, selon moi, on parlait de case, là, de mettre la religion dans une case dans la personne, mais dans la collectivité. Je m'explique, c'est que dans l'histoire nationale, la religion n'est pas juste un moment passé. La religion continue de faire partie. On aime bien là, penser, à cause de notre récit national, qu'avec la Révolution tranquille, la religion est quelque chose de derrière nous et dont on veut absolument se départir, se distancier. Mais quand on regarde autour de nous, il y a encore bien des signes. Et même quand on regarde dans les cœurs et chez les gens qui nous entourent, c'est pas vrai que c'est tout d'un coup évanoui et disparu, que ce soit la religion catholique ou d'autres religions, en passant. Alors, il y a une espèce de prétention à la fin de l'histoire, ou à un moment de l'histoire où on serait enfin, on aurait dépassé le fait religieux, ce qui, à mon sens, est soit naïf, soit on se met la tête dans le sable, soit on est complètement dans le déni. Puis de fait, cette vision-là, laïcarde, républicaine, on dirait que le présupposé, finalement, c'est que, comme tu dis, la religion, c'est du passé et que la laïcité républicaine, c'est une manière de gérer temporairement le fait qu'il reste des combattants d'arrière-garde qui continuent d'exister, mais qui vont finir par disparaître. Mais avec l'immigration, c'est pas tant du passé, c'est un peu plus de l'avenir. On voit que la diversité religieuse augmente, que ce soit au Québec et au Canada. Et puisqu'on fait pas plus d'enfants, je vois pas d'autre solution que l'immigration continue à augmenter la diversité religieuse au Canada et au Québec. Mais la vision de la CAQ, quand même, c'est de vouloir garder un respect pour la tradition catholique, ou en tout cas, François Legault le dit à tout vent, là, que oui, c'est important chez nous. Oui, c'est ça. C'est ça qui est problématique, et non comme un élément constitutif de la vie sociale, et pas juste comme un bibelot dans une bibliothèque. C'est vrai qu'initialement, quand le projet de laïcité a commencé à émerger à l'époque de l'ADQ, du Parti québécois, puis dans les débuts de la CAQ, on avait l'impression qu'on avait affaire à une laïcité, oui, à la française, mais quand même conservatrice, qui tenait quand même compte de l'histoire catholique du Québec, puis qui voulait protéger des aspects patrimoniaux de la tradition catholique. Et on peut critiquer ça comme étant une réduction du phénomène religieux, mais il y avait quand même ça. De manière croissante, j'ai l'impression qu'on se tourne vers une vision de la laïcité qui est de plus en plus exclusive du phénomène religieux. Agressive, même. Plus agressive, peu importe lequel. Puis j'ai l'impression, en fait, que ça traduit les a priori fondamentaux des gens qui ont fait la promotion de la laïcité depuis le début. C'est pas vraiment une entreprise de création d'un espace commun. C'est une entreprise de destruction, d'exclusion,
de mise au rencard d'une partie de la réalité qu'on juge inadéquate, finalement, et qui remet en question nos certitudes, et qui est probablement représentée de la manière la plus visible et la plus importante, pas par les chrétiens, en fait, pas par les catholiques, ni par les juifs, mais spécifiquement par les musulmans, qui créent beaucoup d'insécurité chez une partie de notre population et contre lesquels, finalement, la plupart de ces propositions législatives-là semblent être dirigées, je crois. C'est presque de l'athéisme déguisé sous le mot laïcisme dans certains cas. Oui, il y a peut-être un athéisme d'État. C'est certain que lorsqu'on écoute M. Legault se présenter comme un catholique en public, comme il l'a déjà fait, on se demande finalement qu'est-ce que ça veut dire, à part dire qu'il y avait un crucifix dans la classe lorsqu'il était à l'école primaire ou des choses comme celle-là. Il n'y a pas de considération pour la pertinence dans l'espace public d'une délibération, d'une discussion sur la question des fins dernières, sur les questions spirituelles, religieuses, qui ont plus d'espace dans notre société. On doit s'arrêter ici, mais la discussion peut se poursuivre sur la page YouTube du Verbe Média. Donc, vous pourrez nous écrire votre commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire directement par courriel à verbomoteur@le-verbe.com. James Langlois, tu nous recommandes la lecture d'un livre hommage à tous les indésirables de notre société. Oui, c'est un essai qui vient d'être publié chez Lux de Samuel Mercier. Samuel Mercier qui est un homme vraiment d'une culture incroyable, là. Ornithologue, professeur de littérature, il connaît toutes sortes de choses. Il est aussi très investi dans, je dirais, des pratiques culturelles comme la chasse, ou en tout cas, il a vraiment une culture très énorme. Puis, il s'est mis, il y a quelques années, à faire une infolette, l'infolette du Père Duchesne, là, où il fait un peu ses réflexions sociopolitiques, anthropologiques sur la société québécoise. Et là, il a réuni ces différents essais-là, les meilleurs, en fait, pour tenir un peu un propos devant une société qui semble s'effondrer à plusieurs niveaux, pour montrer que dans différents secteurs de la vie, que ce soit dans la forêt avec les oiseaux, que ce soit dans la Gaspésie ou que ce soit dans nos vies, il y a toutes sortes de choses qui ne s'effondrent pas et qui résistent à l'effondrement du monde. Donc, c'est des essais vraiment... C'est écrit dans un style à la fois pamphlétaire, journalistico-sociologique. C'est fascinant, c'est édifiant. Moi, je vous le recommande fortement. Donc, Les mauvais jours finiront de Samuel Mercier aux éditions Lux. Merci beaucoup, James. On se laisse cette semaine sur la chanson Cimetière de l'artiste françaiscoise Sylvie Walker. C'est tiré de son micro-album Mon doux Seigneur, sorti le 21 février dernier. Je remercie Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.